Pour commencer cette formation, nous allons voir comment configurer Live afin d'utiliser votre matériel. En effet, si vous utilisez un ordinateur auquel sont reliées une interface audio et des enceintes par exemple, vous aurez besoin de dire à Live que vous souhaitez l'utiliser comme périphérique d'entrée-sortie. Pour cela, nous allons ouvrir les préférences de Live. Sur sa version Mac, cela se fait en cliquant sur le menu Live puis Préférences, et dans sa version Windows, sur le menu Options puis Préférences. Le raccourci beaucoup plus rapide et efficace pour y accéder est commande virgule pour Mac et contrôle virgule pour Windows. En cliquant dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre devant vous, vous permettant d'accéder à plusieurs onglets. Quand elle s'affiche, elle ouvre le dernier onglet ayant été utilisé. Vous n'aurez donc peut-être pas le même affichage que moi à l'écran, mais pas de panique. Il suffit de cliquer sur l'onglet Audio pour que l'on se retrouve au même endroit. Si votre matériel est correctement branché à votre ordinateur et si les pilotes logiciels sont correctement installés et configurés, vous verrez apparaître dans les menus déroulants périphérique d'entrée audio et périphérique de sortie audio le nom de votre interface audio. C'est en la sélectionnant que vous pourrez commencer à l'utiliser. Dans mon cas, par exemple, j'ai cette interface US 1641 que je vais utiliser et donc je la sélectionne dans le menu déroulant. Si vous n'avez pas de matériel dédié en dehors de votre ordinateur, les choix seront alors d'utiliser le microphone intégré et les haut-parleurs intégrés de l'ordinateur. Une fois le matériel détecté et prêt à l'emploi, vous pouvez configurer les connexions d'entrée et de sortie. Sur la plupart des interfaces, en effet, vous disposez de prises pour y brancher des microphones ou des instruments électriques, comme des guitares électriques ou des synthétiseurs par exemple. Vous pouvez ainsi, en cliquant sur les boutons configuration d'entrée et configuration de sortie, indiquer à Live de quelle prise d'entrée de votre interface et de quelle sortie vous allez avoir besoin pour mener votre projet. Dans mon cas, par exemple, en imaginant que mon projet soit d'enregistrer une personne qui chante, je n'aurai pas besoin d'utiliser les 16 entrées de mon interface, je pourrais très bien me limiter aux 2 premières. Le but principal étant d'éviter de me tromper lors de la configuration de l'enregistrement, même s'il n'est pas indispensable donc de limiter ainsi la configuration, on peut très bien garder les 16 entrées de l'interface et bien configurer l'enregistrement sans se tromper de microphone. Pour conserver ces réglages, vous pouvez cliquer sur le bouton OK, et cela vous ramènera à la fenêtre principale. Une fois que vous avez bien sélectionné le matériel que vous souhaitez utiliser, nous allons configurer l'ordinateur pour obtenir un compromis acceptable entre charge du travail, du microprocesseur et latence. L'ordinateur et l'interface travaillent en effet constamment lorsqu'on lit ou qu'on enregistre de la musique. Les signaux électriques qu'envoient les micros sont transformés en suite de nombres par l'interface et lus par paquets par l'ordinateur. Or, ce traitement prend du temps et même s'il ne s'agit que de quelques millisecondes, cela suffit parfois à déranger un musicien qui enregistrerait avec monitoring, c'est-à-dire en écoutant l'enregistrement en même temps qu'il est effectué. Car dans le cas d'une latence trop importante, il y a un décalage entre le son que ce musicien produit et ce qu'il entend ensuite dans ses haut-parleurs. Diminuer la taille des paquets de nombres lus par l'ordinateur et donc la fréquence de lecture permet de réduire cette latence à un niveau raisonnable. Cela se fait en diminuant la taille de la mémoire tampon que vous voyez ici. Dans mon cas, l'ordinateur va en quelque sorte acquérir le son par paquet de 1024 samples, occasionnant une latence générale entrée et sortie de 42 millisecondes. C'est une latence trop grande pour pouvoir effectuer réellement un monitoring pour un musicien qui voudrait s'écouter en même temps qu'il a enregistré. On va donc baisser cette latence en diminuant la taille de la mémoire tampon, et si je la mets à 64 samples, la latence générale tombe à 7,04 millisecondes. Cela permet une latence bien plus raisonnable en fait pour le musicien qui est en train de jouer. Malheureusement, cela augmente la charge de travail du microprocesseur, et cela peut finalement occasionner des grésillements très désagréables lors de l'enregistrement ou de la lecture, si l'ordinateur n'est pas assez rapide.
Il faut donc trouver un compromis entre latence et charge de microprocesseur. En général, je vous conseille de mettre cette mémoire tampon à une valeur moyenne, par exemple 256 samples dans mon cas, car si vous avez besoin d'enregistrer un instrumentiste ou un chanteur et que celui-ci se plaint de la latence, vous pourrez alors toujours tenter de la réduire. Avant de clôturer cette vidéo, une précision importante concerne la fréquence d'échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage, c'est la vitesse à laquelle l'interface qui reçoit un signal électrique, d'un microphone par exemple, va faire des relevés du signal électrique, en quelque sorte le prendre en photo, et dans ce cas, elle le prend en photo et lui attribue une valeur 96 000 fois par seconde. C'est en quelque sorte la même chose que le nombre d'images par seconde d'un film. Plus le nombre d'images dans un film par seconde est grand, plus l'image va être fluide, le mouvement va être fluide. En musique, c'est un petit peu la même chose en son, et on peut augmenter donc la fréquence de prise de vue entre guillemets du signal électrique d'un microphone par ce menu déroulant. Cela occasionne aussi une très grande variabilité de la latence. Ici, à 96 000 Hz, je suis à 9,71 millisecondes. Si je diminue la fréquence d'échantillonnage, je remonte à 30,6 millisecondes. Néanmoins, changer la fréquence d'échantillonnage pour obtenir une meilleure latence n'est pas forcément une bonne idée, puisque cette fréquence d'échantillonnage définit en quelque sorte la précision la qualité d'une certaine manière de l'enregistrement, en tout cas la précision de la restitution de la variation du signal électrique. Donc modifier cette fréquence d'échantillonnage pour obtenir une meilleure latence n'est pas forcément une très bonne idée. À noter que le standard CD est 44 100 Hz, donc 44 100 photographies en quelque sorte du signal électrique par seconde, et que donc plus votre fréquence d'échantillonnage sera élevée, plus les tailles des fichiers enregistrés sur le disque dur sera grande, puisqu'il y aura beaucoup plus de nombres à l'intérieur pour chaque seconde passée par exemple. Une fois tous ces réglages effectués, vous pouvez maintenant commencer à travailler sur votre ordinateur, votre projet. Ne vous inquiétez pas, ces réglages restent par défaut. En général, quand vous avez relié votre matériel avant de lancer Live, vous obtiendrez à peu près les mêmes réglages à chaque fois, et vous n'aurez pas besoin de refaire toutes les manipulations à chaque lancement du logiciel. Enfin, pour protéger vos oreilles, vérifiez bien avant de commencer à travailler le son, le volume de votre interface. Si elle possède un bouton de volume, mettez-le au minimum et montez progressivement ensuite jusqu'à atteindre un volume sonore convenable. Cela vous évitera de très mauvaises et douloureuses surprises.